Salut les juristes! Déjà, comment ça va? Parce que pour étudier cet arrêt, j'espère que vous avez la forme. Moi oui, donc j'attaque. Plusieurs contrats distincts concourant à un même objectif, souvent appelé groupe de contrats, constituent-ils un ensemble contractuel unique dont les parties des différents contrats sont toutes liées contractuellement? C'est la question que permet de se poser l'arrêt Besse d'assemblée plénière du 12 juillet 1991, mettant fin au conflit entre la position de la première et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, mais ça, nous allons y revenir. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram, @filetdroit. Les faits étaient les suivants. Monsieur Besse avait confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un bâtiment à un entrepreneur. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de chantier, l'entrepreneur va faire appel à un certain nombre d'artisans, que l'on qualifiera de sous-traitants. Monsieur Protois, en sa qualité de plombier, fut chargé par l'entrepreneur de sous-traiter la réalisation de la plomberie de l'immeuble. Le problème étant que ces travaux se sont révélés défectueux et que Monsieur Besse assigna, plus de 10 ans après les faits, Monsieur Protois en responsabilité pour ces travaux mal exécutés. La question se posait alors du fondement sur lequel devait être recherchée la responsabilité du plombier. En effet, dans ce groupe de contrats, quelle relation unissait le maître de l'ouvrage au sous-traitant de son sous-traitant? Vous voyez là le problème? Si tous deux avaient participé à une opération économique commune, à savoir l'érection d'un immeuble, il n'y avait pas, à proprement dire, de contrat qui unissait les deux protagonistes de notre affaire. Ainsi, il était question de savoir l'interprétation à donner à l'article 1165 ancien du Code civil, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties. Cette question était loin d'être triviale, puisqu'elle animait une sérieuse controverse entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Il s'agissait en réalité de déterminer la nature de ce qu'est un contrat, et ainsi de savoir si le cas qui était porté devant la Cour entrait dans la dénomination contrat. Dans le cas inverse, la responsabilité du plombier ne pourrait être recherchée que sur le terrain délictuel. Car rappelons-le, les responsabilités contractuelles et délictuelles sont régies par un principe de non-cumul. Autrement dit, un fait générateur ne peut engager que l'une ou l'autre de ses responsabilités, mais pas les deux. La première chambre civile répondait à ce type de question par un attendu selon lequel, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. Depuis plusieurs arrêts de 1988, la première chambre civile affirmait que l'effet relatif des conventions posées par l'article 1165 du Code civil n'empêchait pas l'existence d'un lien contractuel entre les diverses parties du groupe de contrat, et qu'ainsi la réparation d'une des parties au groupe de contrat devait nécessairement se faire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La première chambre civile envisageait donc le contrat avant tout comme une opération économique ayant un but, dans le cas de l'arrêt Besse, la construction d'un immeuble. Les magistrats de la 3e division civile de la Cour de cassation, en revanche, refusaient fermement de s'aligner sur leur chambre voisine. Selon leur interprétation stricte de l'article 1165, la responsabilité était nécessairement délictuelle, dans la mesure où dans un groupe de contrat, un maître de l'ouvrage et son sous-traitant n'avaient pas échangé de volonté, acte fondateur et nécessaire à la conclusion du contrat. Revenons à l'arrêt Besse. La Cour d'appel s'était positionnée du côté de la première chambre civile en reproduisant son attendu du 8 mars 1988. Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle dans les limites de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué. Pour vous préciser les intérêts en présence, l'action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur ayant réalisé les travaux est soumise à une forclusion décennale, période expirée en l'espèce. La Cour d'appel avait donc prononcé que substituée au sous-traitant, cette action n'était plus ouverte au maître de l'ouvrage. Mais si on envisage cette responsabilité au prisme de la responsabilité délictuelle, ce délai était alors fixé à 30 ans. Donc pour résumer les amis, le type de responsabilité déterminé par la Cour conditionnait le délai pour agir. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, va clarifier cette position et se ranger aux côtés de la 3e chambre. Le maître de l'ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n'a aucun lien contractuel, que d'une action de nature quasi délictuelle. Elle précise que cette action était alors soumise à la prescription trentenaire du droit commun, et qu'ainsi, en qualifiant leur relation de contractuelle et non délictuelle, la Cour d'appel avait violé l'article 1165, posant une interprétation stricte de cet article. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, c'est contractuellement que je m'engage volontairement
à commenter un autre arrêt lundi prochain. Et d'ici là, filez droit!